Bonjour, je m'appelle Warren Chabot. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'accessibilité web et de quelques points qu'on rencontre souvent lorsqu'on évalue la qualité d'un site du point de vue de l'inclusion numérique. Chez Chow, on s'intéresse à l'accessibilité web depuis maintenant 13 ans. Nous œuvrons également dans les domaines du développement de systèmes, développement web, e-commerce ainsi que l'expérience utilisateur. Notre mission, c'est de favoriser un web qui soit réellement accessible à tous, peu importe la capacité, les outils utilisés ou le contexte de navigation. Au fil des années, on a accompagné de nombreux organismes et entreprises à mieux comprendre les principes des WCAG, les Web Content Accessibility Guidelines, et à les appliquer concrètement dans leurs projets numériques. L'idée, c'est de rendre le web non seulement conforme, mais surtout utilisable, clair et équitable pour l'ensemble des utilisateurs. Commençons avec les erreurs fréquentes. L'absence d'indicateur de focus. Un des problèmes les plus fréquents, c'est l'absence d'indicateur de focus. Quand on navigue au clavier avec la touche tabulation, il faut toujours voir où on se trouve. S'il n'y a aucun contour visible ou aucune surbrillance, l'utilisateur perd complètement le fil. Par exemple, on se déplace uniquement avec le clavier sur un menu, mais rien ne bouge à l'écran. Impossible de voir sur quel lien on est. Un autre cas, un site web qui enlève volontairement le contour bleu par défaut avec Outline None sans le remplacer. Il faut conserver minimalement celui par défaut. Sinon, on va à l'encontre du critère 2.4.7, focus visible, et aussi de 2.1.1, clavier, puisqu'un site web doit être utilisable sans souris. La bonne pratique, c'est d'avoir un focus clair, contrasté, qui reste visible, même dans des zones sombres ou sur des images de fond. Pour ce faire, validez-vous toujours avec les outils disponibles comme l'analyseur de contraste de couleurs pour vous assurer que vos contrastes sont suffisants pour l'ensemble des utilisateurs. L'absence de libellé sur les boutons. Un autre problème courant, c'est les boutons sans libellé accessible. On en voit beaucoup avec juste une icône, comme une petite loupe pour la recherche, ou une corbeille pour supprimer un élément, un crayon pour éditer ou modifier un contenu. Visuellement, ça semble clair, mais pour un lecteur d'écran, ça ne veut rien dire, c'est vide de sens. Il faut minimalement que chaque bouton, chaque icône ait un texte de remplacement pour contextualiser l'utilisateur et lui permettre de comprendre quelle action il va poser en cliquant sur cette icône ou sur ce bouton. Si aucun contexte ne lui est annoncé, on enfreint les règles 4.1.2, Name Role Value et 1.1.1, contexte non textuel. Il faut ajouter un texte, un libellé, soit visible, soit avec un attribut qui le cachera, mais cette action doit pouvoir être comprise sans dépendre uniquement du visuel. Donc, il est important de mettre en contexte chacun des boutons, chacune des icônes que l'on met sur nos pages pour que l'utilisateur sache à quoi qu'elles servent et l'action qu'elle posera. Les tableaux sans en-tête. Les tableaux de données mal structurés sont aussi un grand classique. Un tableau, c'est utile si on comprend le lien entre les données et leurs en-têtes. Exemple, un tableau de résultats avec des chiffres, mais aucune mention de ce que représentent les colonnes n'est annoncée. Est-ce des prix, des dates, des quantités? L'utilisateur ne comprendra pas le sens de ces données. Un autre cas, un tableau créé avec des divs au lieu de vraies balises table, th, etc. Sans en-tête bien identifiée, un lecteur d'écran lit les chiffres un à un sans les mettre en contexte, ce qui va à l'encontre du critère 1.3.1, information et relations. Il faut toujours garder une structure logique, même si visuellement tout semble aligné. L'absence de rétroaction dans la navigation. On rencontre aussi souvent un manque de rétroaction, surtout dans les interfaces dynamiques. Quand le contenu change, l'utilisateur doit être informé. Exemple, dans un carrousel, quand on passe d'une diapositive à l'autre, si le lecteur d'écran ne dit rien, l'utilisateur ne sera pas informé du nouveau contenu visible à l'écran ou disponible à l'écran. Dans un autre cas, dans un menu déroulant, lorsqu'un sous-menu s'ouvre visuellement, mais que rien n'est annoncé, l'utilisateur ne saura même pas qu'un sous-menu est disponible. Ces situations contreviennent aux critères 4.1.3, message d'état, et 3.2.2, changement sur réception du focus. Les solutions passent par les rôles.
ARIA Expand, ARIA Live ou des notifications automatiques aux technologies d'assistance. L'idée, c'est de ne jamais laisser un utilisateur dans le flou et d'utiliser des composants le plus accessibles possible. Les libellés non liés au champ dans un formulaire. Dans les formulaires, un problème classique est que le libellé visuel n'est pas relié au champ de saisie. Le texte est à l'écran, mais il n'est pas programmé pour que le lecteur d'écran puisse l'annoncer correctement. Donc, imaginez une étiquette comme « adresse » qui est située au-dessus d'un champ, mais qui n'est pas liée au champ. L'utilisateur se verra annoncer par le lecteur d'écran que c'est une zone d'édition vide, mais il n'aura aucun contexte et il ne saura pas non plus qu'est-ce qu'il doit saisir dans ce champ. Il en va de même pour les informations autour du champ. Les bonnes pratiques sont de relier chaque champ à leur étiquette, soit avec la balise Label For, soit avec un ARIA Labeled By. Les critères 1.3.1, information et relations, et 3.3.2, étiquette ou instruction, sont quelques critères qui nous permettent de valider les champs d'un formulaire et de nous assurer que ceux-ci sont accessibles. Il faut utiliser naturellement des composants qui sont accessibles et valider avec les lecteurs d'écran que ceux-ci sont bien annoncés et que tout est conforme pour que nos formulaires soient accessibles. Les messages d'erreur dans un formulaire. Enfin, parlons des messages d'erreur qui sont souvent mal gérés. Quand un utilisateur fait une erreur, il faut que le message soit clair, visible et annoncé correctement. Exemple, l'utilisateur oublie de remplir un champ obligatoire et la seule information qui lui est transmise pour lui indiquer que ce champ est en erreur, c'est que le contour du champ devient rouge. Certains utilisateurs ne seront pas en mesure de savoir que ce champ précisément est en erreur puisqu'ils ne perçoivent pas la couleur, ils sont peut-être daltoniens. Dans un autre contexte, le texte qui accompagne la correction doit être clair lui aussi, pour permettre à l'utilisateur d'appliquer la bonne correction et de terminer la saisie de son formulaire. Les critères 3.3.1, identification des erreurs, 3.3.3, suggestion de correction, 4.1.3, message d'état, sont quelques-uns des critères qui nous permettent de valider les champs de notre formulaire. Un bon message devrait dire quelque chose comme « le champ courriel est obligatoire » ou « l'adresse courriel doit contenir un arobase ». Les messages devraient être lus aussi automatiquement aux utilisateurs par le lecteur d'écran. En somme, s'intéresser à l'accessibilité web, ce n'est pas seulement une question de conformité, c'est une démarche d'inclusion numérique. C'est s'assurer que chacun puisse comprendre, naviguer et interagir sans obstacle. Et chez Ciao, c'est exactement ce qu'on fait depuis 13 ans. On sensibilise, on forme et on accompagne les organisations vers un web plus équitable, plus clair et plus humain. Merci beaucoup.